Donc je voudrais déjà remercier Caroline Gillier d'être avec nous ce soir. Caroline Gillier est psychanalyste. Elle est membre de la SPF, la Société de psychanalyse freudienne, où elle coanime depuis plusieurs années un groupe de travail qui s'appelle « Penser la clinique avec Bion ». Un groupe clinique, celui-là. Un groupe clinique, oui. Alors, pourquoi Bion ce soir, alors que Bion n'a jamais employé le terme de forclusion? Je vais vous lire l'argument qui présente ce groupe clinique, et peut-être vous allez comprendre mieux comment Bion nous concerne aussi. Voilà, alors l'argument dit « Bion nous aide à penser le réel du trauma qui n'a pas encore été pris dans l'être et contenu par la rêverie de quelqu'un. Ces éléments n'ont alors comme seule issue que l'évacuation. Notre pari est que ces éléments sont en attente de transformation. » Alors, que peut nous apporter Bion pour penser notre affaire? L'évacuation de ce réel aurait-elle à voir avec les effets de la forclusion? Et en conséquence, les avatars de la forclusion sont-ils en attente de transformation? C'est une vraie question. Alors, je ne ferai pas une longue liste des publications de Caroline Gillier, parce que Caroline n'est pas de ces analystes qui écrivent beaucoup, mais sa clinique vient témoigner de la richesse de son élaboration. Caroline Gillier et moi, on s'est connus il y a fort longtemps, je dirais dans l'enfance de notre trajet professionnel. Nous étions alors jeunes psychologues à la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, une institution peu sensibilisée à la clinique analytique et à la pensée de Lacan. Et c'est sur ces bases que sont nés nos liens de travail, dans un souci de faire bouger l'institution. Alors Caroline a créé une filiale syndicale qui sortait des enjeux corporatistes de la PJJ pour cibler les enjeux cliniques. Et vu de l'administration, eh bien, la dynamique engagée faisait plutôt figure de dynamite. Et puis Caroline s'est lassée, elle a quitté la PJJ pour s'installer en libéral et laisser le syndicat orphelin. Et puis, nos chemins, à plusieurs reprises, se sont croisés. Et je pense en particulier à tout ce qui touche à ce savoir de l'artiste qui instruit le psychanalyste, qui l'instruit sur ces zones qui échappent à la parole. Rappelez-vous ce que disait Lacan de Marguerite Duras. Marguerite Duras s'avère savoir, sans moi, ce que j'enseigne. Caroline Gillier a alors fondé une association qui réunissait les artistes et les psychanalystes collectionneurs et qui s'appelait « De quoi on se mêle ?» Et puis, en parallèle, à un certain moment, on a travaillé dans un groupe du cercle freudien qui s'appelait « De la trace au trait », avec en sous-titre cette citation de Godard qui me touche encore beaucoup aujourd'hui quand je la relis. Donc le sous-titre de ce groupe de travail, c'était « Chaque pensée devrait rappeler les ruines d'un sourire ». Chaque pensée devrait rappeler les ruines d'un sourire. D'un sourire. D'un sourire. Et moi, je vois le sourire du bébé à sa mère. Hein. Voilà. Les ruines. Alors, les questions que nous abordions dans ce groupe... Oui, d'accord. Les questions que nous abordions dans ce groupe tournaient autour de cette clinique où les inscriptions échappent aux signifiants. Une clinique des traces et de leur destin, une clinique du trauma avec ses effets de réel, les passages à l'acte, les atteintes du corps, les hallucinations, la création.
C'est-à-dire que nous étions déjà dans ces zones obscures de l'archaïque qui ont à voir, peut-être, avec ce qui se joue autour de la forclusion et de ses avatars. Alors Caroline, je te laisse la parole pour nous dire où tu en es aujourd'hui avec ce titre, Bion et le somato-psychotique. Bon, ben bonsoir. Je vais vous demander une grande attention. Parce que d'abord, accueillir une pensée dont on n'a pas l'habitude n'est pas facile. Et aussi parce que mes capacités à transformer pour transmettre quelque chose que j'ai compris et le rendre public ne sont peut-être pas évidentes. Donc ça va être un exercice difficile pour vous et pour moi. Je vais vous parler un peu de Bion d'abord. Bion est né en Inde, c'est un psychanalyste anglais, il est né en Inde en 1897. À 8 ans, il a quitté sa terre natale et sa famille pour vivre la vie de pensionnaire dans un collège anglais. À 18 ans, il est commandant de char dans les Flandres pendant la Première Guerre mondiale. Il y vécut une expérience cauchemardesque dont il apprit la fragilité de l'humain et l'empire de la destructivité. Ce fut une des sources de son intérêt pour le trauma. Le matériel de la mémoire traumatique est montré, projeté, mais pas représenté. Une capacité à voler en éclats. Après des études d'histoire et de médecine, il entreprend une analyse avec John Rickman. Ils mirent ensemble en place des groupes analytiques dans l'hôpital militaire de Northfield pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il a été thérapeute de groupe à la Tavistock. De 1945 à 1950, il est en analyse avec Mélanie Klein, qui est morte en 1962. Après son travail sur les groupes et l'organisation primitive de la personnalité, il travaille sur l'origine du penser en tant que ce qui est arrivé de plus récent au vivant, la spécificité humaine qui est d'avoir à penser, intégrer, rêver ce qui lui arrive. La vie psychique qui est liée à l'expérience émotionnelle peut susciter terreur et sentiment de catastrophe. Après avoir exercé des responsabilités dans l'establishment analytique, il décide en 1969 de partir aux États-Unis, à Los Angeles. S'il voulait s'éloigner de l'emprise du mouvement klénien, il rencontra une vive opposition de l'establishment américain. Il ne fut admis à la Société de psychanalyse de Los Angeles qu'à titre posthume. Il consacra les dernières années de sa vie publique à des supervisions, des discussions avec des analystes un peu partout dans le monde. Il mourut en Angleterre d'une leucémie foudroyante en 1979. Il fut entre autres l'analyste de Beckett et de Frances Tosti. Alors, je vais essayer d'entrer à petits pas dans certaines notions clés dans la lecture de Bion pour nous diriger vers ce qui fait l'objet de notre rencontre, son apport pour penser les phénomènes psychotiques et en particulier, pour reprendre le titre que tu rappelais tout à l'heure, Daniel, le forclusif et ses avatars somatiques et psychiques. Bion n'utilise évidemment pas le terme de forclusif, n'ayant pas été un élève de Lacan. Et en cherchant dans le dictionnaire, j'ai fait une bonne rencontre, comme souvent, et ça m'a permis de revenir, comme Bion nous le rappelle souvent, au sens commun. J'y ai trouvé qu'avatar veut dire transformation. C'est un thème très bionien. Et aussi, par contresens, mésaventure et malheur. Alors on pourrait dire que je vais vous parler des avatars de la transformation projective auxquels il cherche à nous rendre attentifs et des mésaventures qui s'ensuivent. Bion utilise des modèles pour redonner du sens au concret et comme voie d'approche primitive de l'abstraction. Le modèle est une structure éphémère, à ne pas confondre avec des réalisations, terme aussi très important chez Bion. La réalisation, c'est ce qu'éprouve la personne qui est chaque fois singulier.
Pour lui, l'usage des modèles, c'est pour redonner du corps à une idée qui sinon pourrait être trop abstraite. En effet, l'abstraction peut l'être au point de ne plus être compréhensible, et la concrétude peut être compréhensible mais fausse. Bion utilise aussi des analogies avec d'autres disciplines, les mathématiques, la physique, la philosophie, la médecine, pour nous rappeler que la pensée s'enracine dans des impressions corporelles et pour nous permettre de faire des liens. Faire des liens est ce qui est difficile à la partie psychotique de la personnalité. Cela implique une restriction, un sentiment de perte. Bion, d'ailleurs, parle de personnalité ou d'esprit, ce qui n'est pas une notion psychanalytique. Et encore moins courant, il parle de la partie psychotique et névrotique de toute personnalité. Alors, un premier pas avec sa théorie de l'activité de pensée. Bon, il s'appuie pour développer sa théorie sur l'article de Freud de 1911 sur les deux principes du cours des événements psychiques. À partir de sa rencontre avec des personnalités détruites par des traumatismes de guerre et des schizophrénies, il développe une théorie des conditions de la croissance psychique et de sa possible destruction. Pour Bion, ce qui manque au psychotique ou à la partie psychotique de la personnalité, c'est une capacité de penser ce qui lui arrive. Si cette partie de la personnalité n'arrive pas à penser ce qui lui arrive, elle va le transformer autrement. Autour de cet axe, il développe sa théorie de l'activité de pensée et les vicissitudes de cette nouvelle aptitude récemment dévolue au vivant humain. Alors pour lui, l'activité de pensée dépend de deux grands développements psychiques. Le développement des pensées et le développement de l'appareil qui peut les recevoir. Pour lui, l'activité de pensée est un développement imposé à la psyché sous la pression des pensées et non pas le contraire. Alors pour prendre un modèle, le modèle qui nous est à tous très bien connu est celui de la relation du petit enfant au sein et à la perception frustrante de son absence. C'est une réalisation négative dont le petit enfant va ou non pouvoir faire l'expérience qui lui permettra une discrimination, ici entre la présence et l'absence du sein. Pour faire de ces premières perceptions et ressentis des éléments psychiques, le petit enfant a besoin qu'il soit reçu par ce que Bion nomme la rêverie maternelle, ou l'appareil à penser les pensées, qui va transformer le matériau brut en matière de rêve. Cet appareil à penser les pensées, à la différence de tous les appareils physiologiques, respiratoires, digestifs, etc., ne se développe chez le petit homme que s'il est d'abord exercé pour lui par celui d'un autre. Ainsi, ces éléments perceptifs primitifs, que bien avant Michel Houellebecq il appelle les particules élémentaires, sont associés à un inconscient réceptif qui participe à leur transformation en les revêtant d'une image sensorielle, comme une sorte de première notation nécessaire au développement de son propre appareil à penser. Ça va permettre une intégration. Et l'intégration, c'est une fonction de la partie non psychotique de la personnalité. Quand la frustration inhérente à cette découverte de la vérité, que le sein n'est pas là dans le modèle, n'a pas pu être supportée, les perceptions restent du mauvais à évacuer. L'omniscience reste prépondérante, c'est une fonction de la partie psychotique de la personnalité. Cette partie est caractérisée par la prépondérance des pulsions destructrices, la haine de la réalité et de ce qui permet d'en prendre conscience, et la terreur d'une annihilation. Cela correspond à la phase schizoparanoïde décrite par Mélanie Klein, schizo parce que caractérisée par les phénomènes de clivage et de fragmentation destructive, et paranoïde pour décrire les angoisses de persécution.
Ce qui manque au psychotique, dira-t-il, c'est l'appareil qui lui permettrait de ne pas rester conscient. Si on reprend de ne pas rester conscient, donc que ça devienne inconscient. Et si on reprend cette organisation d'activité de pensée, on peut dire avec Bion que l'espace psychique est une réalisation de l'espace physique. L'incapacité à supporter un espace vide limite la quantité d'espace disponible, laissant d'autant plus grandes les heures de cerveau disponibles à vendre à Coca-Cola, selon M. Lelay, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, il y a quelques années, à TF1. Et cet espace peut se remplir par toutes les addictions du monde. Les drogues, dit Bion, sont des substituts pour ceux qui ne peuvent attendre. Je commence par là, car il m'apparaît de plus en plus que là est la colonne vertébrale de la pensée de Bion. C'est un nouveau paradigme qu'il introduit avec les troubles du pensée comme défaut du terreau sur lequel la graine mentale va pouvoir germer, permettant la croissance. Ce terreau se constituant par la détoxication des impulsions primitives du début de la vie, modélisées par Mélanie Klein comme des attaques sadiques contre le sein. La pensée s'enracine dans la sensorialité. Bion s'intéresse à la dimension sensorielle. On ressent avant de concevoir. Le stimulus des impressions sensorielles va soit pouvoir devenir un élément psychique alpha, permettant une intégration de ce vécu par la contenance dans l'esprit d'un autre. La rêverie rend disponible la nourriture pour la pensée. Soit rester un élément bêta, objet composé de choses en soi, de sentiments de dépression, persécution et culpabilité, donc d'aspects de la personnalité liés par un sens de la catastrophe. Ces éléments sont comprimés ou dispersés, mais ne peuvent être liés. J'énoncerai d'abord, ça c'est une citation de Bion, j'énoncerai d'abord la théorie en m'aidant du modèle suivant. Le petit enfant souffre des affres de la faim et de la peur de mourir. Il est tiraillé par la culpabilité et l'angoisse, et poussé par l'avidité, il se salit et pleure. La mère le prend dans ses bras et le console, et le petit enfant finit par s'endormir. Si je reformule le modèle de manière à représenter les sentiments du petit enfant, j'obtiens la version suivante. Le petit enfant rempli de tas douloureux de fesses, de culpabilité, de peur de mourir, plein de gros morceaux d'avidité, de méchanceté et d'urine, évacue ces mauvais objets dans le sein qui n'est pas là. Ce faisant, le bon objet transforme le non-sein, la bouche, en sein, les fesses et l'urine en lait, la peur de mourir et l'angoisse en vitalité et en confiance, l'avidité et la méchanceté en sentiment d'amour et de générosité. Le petit enfant tête et se réapproprie ainsi ses mauvaises possessions une fois qu'elles ont été traduites en bonté. Cette longue citation pour vous faire percevoir comment, pour Bion, la pensée s'enracine dans le ressenti corporel, où malaise et bien-aise s'éprouvent. À ce niveau, tout se passe de façon concrète, la peur de mourir, l'avidité, la méchanceté, les tas de fesses comme toxiques terrifiants, puis sensation d'avoir traversé la terreur. Retrouver le bien-être, début de la contenance, c'est redevenu supportable. Les patients peuvent nous dire qu'ils se sont sentis mieux après la séance, même s'ils ne savent pas encore pourquoi. En fait, ils ont été contenus. Les séances les contiennent. Les séances dans certains cas, pas toujours. Mais il y a une contenance. Les séances analytiques, c'est une contenance, une forme de contenance. Donc les interactions dans cette première matrice débouchent sur deux modalités. Envie et gratitude, ou envie et avidité qui coupent de la source vitalisante et cannibalisent la perception. Il compare l'avidité à un développement cancéreux. Les cancers, nous dit-il, sont de ces maladies qui nous fascinent beaucoup,
à cause de cette propriété d'avidité indisciplinée et indifférenciée. Il n'y a qu'une chose qui les met d'accord, dévorer le corps qu'ils parasitent. Mais bien des cancers ne sont pas physiques. Ce sont des mécanismes primitifs. L'objet n'est pas encore différencié, mais ce processus initie un lieu pour les expériences émotionnelles. Les éléments alpha, qui sont des images sensorielles, formant comme un premier tissu, comme un premier tissage d'une membrane perméable qui va permettre d'établir une contiguïté et non plus une continuité, une première différenciation entre les expériences, entre le monde interne et le monde extérieur, et permettre le processus du rêve qui, pour Bion, est continu comme la respiration. Le rêve permet la respiration psychique. Ce n'est pas l'inconscient qui permet le rêve, mais le rêve qui permet l'inconscient. Alors là encore, longue citation. La formulation plus générale de cette théorie est la suivante. L'apprentissage par l'expérience suppose que la fonction alpha puisse opérer sur la prise de conscience de l'expérience émotionnelle. Les éléments alpha sont produits à partir des impressions de l'expérience. Celles-ci peuvent alors être emmagasinées et mises à la disposition des pensées du rêve et de la pensée vigile inconsciente. L'enfant vivant l'expérience émotionnelle que l'on appelle apprendre à marcher est capable, grâce à la fonction alpha, d'emmagasiner cette expérience. Les pensées qui à l'origine devaient être conscientes deviennent inconscientes. Dorénavant, l'enfant peut exercer l'activité de pensée qui est liée à la marche sans en être conscient. La fonction alpha est indispensable à la pensée et au raisonnement conscient, puis à la relégation de la pensée dans l'inconscient, quand il devient nécessaire de décharger la conscience du fardeau de pensée que représente tout apprentissage. S'il n'existe que des éléments bêta qui ne peuvent être rendus inconscients, il n'y a ni refoulement, ni suppression, ni apprentissage. C'est ce qui donne l'impression que le patient est incapable de discrimination. Il ne peut pas ne pas avoir conscience de la moindre excitation sensorielle. Pourtant, cette hypersensibilité ne constitue pas un contact avec la réalité. La pensée dont il s'agit n'est pas l'accumulation de connaissances, mais la capacité purement humaine de développer le sens de ce qui nous arrive par un processus émotionnel qui donne une qualité psychique. Pour Bion, la conception est un événement devenu concevable. C'est comme le germe dont je parlais plus haut. L'important, dit-il, n'est pas la capacité du patient à énoncer quelque chose clairement. Ce qui compte, c'est de savoir si cette énonciation atteint le niveau mental où le patient est relativement civilisé et où un certain échange peut se faire entre cet individu civilisé et sa psyché primordiale. Souvent, les patients nous disent « ça, je ne l'avais encore jamais pensé ». Bion nous rappelle aussi souvent cette phrase de Kant « Les intuitions sans les concepts sont aveugles et les concepts sans les intuitions sont vides. Notre problème, dit-il, est de présenter les unes aux autres. » Pour revenir à notre modèle, le patient fait l'expérience comparable à celle du nourrisson lorsque le sein vient à disparaître, d'affronter des émotions inconnues qu'il ne reconnaît pas comme siennes et qu'il confond avec un objet que l'instant d'avant il possédait encore. Le sein absent et la sensation de vide qui y est liée deviendront une pensée du sein par la confrontation avec la non-chose comme réalisation qui va permettre la métaphorisation, littéralement portée dans un autre espace. Le sein absent au dehors est présent sous une autre forme au dedans, la pensée du sein et l'émergence de l'espace et du temps. Lorsque ce saut qualitatif n'a pu se réaliser, le besoin d'un sein reste un sentiment d'un mauvais sein, une sensation de quelque chose de mauvais à l'intérieur à évacuer. Le passage du concret au symbolique n'a pas eu lieu. Ce qui intéresse Bion, c'est
c'est la liaison entre les perceptions, les sensations et les émotions, comme appareillage mental primitif. Il ne s'agit pas encore de la liaison ou des liaisons de l'affect et de la représentation secondaire, mais de la possibilité même qu'il y ait une représentation primaire grâce au développement d'éléments alpha, matériaux pour la pensée du rêve, issus de la transformation par la rêverie d'un autre. De toutes ces sensations qui, sans cette transformation, resteraient une accumulation d'objets non mentaux, encombrants, évacués dans l'identification projective. Ça, on va en parler un peu plus loin. Alors, Bion nous parle de l'expérience analytique comme d'une relation intime entre deux personnes. Donc, c'est une relation à deux, d'emblée, où il s'agit de se détacher de l'héritage mental animal primitif et de pouvoir supporter un sentiment d'insécurité. Cet héritage mental animal primitif est toujours agissant. Il a à être compris dans l'analyse et interprété après avoir été observé. Quant au sentiment d'insécurité, il a à voir avec deux sensations, toutes deux très désagréables, de se sentir seul et dépendant d'un objet qui n'est pas là. Solitude et dépendance dont on doit faire l'expérience dans un lien. Ces sensations peuvent se sourcer dans la vie embryonnaire, comme par exemple de détester le bruit du sang qui coule le long de son corps d'embryon. Cette façon de problématiser la vie psychique est présente dès ses premières recherches sur les petits groupes issus de son expérience de psychiatre militaire auprès des soldats traumatisés lors de la Deuxième Guerre mondiale. La vie psychique, pour lui, s'organise selon deux principes, celui du groupe de travail et celui du groupe de base. Le groupe de travail nécessite un leader avec lequel on coopère, d'être en lien. Le groupe de base ne fonctionne pas selon ce principe. Son organisation cristallise les émotions primaires, spontanées, qui ne sont pas encore des pensées. Et ces émotions, pour lui, se cristallisent autour de trois hypothèses. Attaque-fuite d'un ennemi, dépendance, attaque-fuite d'un ennemi, hein, c'est l'autre comme ennemi. Donc il faut l'attaquer ou le fuir, c'est toutes les persécutions. La dépendance à une instance supérieure dont tout est attendu, le couplage en se cherchant un allié. À ce niveau du fonctionnement psychique, il ne s'agit que d'attaquer ou fuir, de parasiter ou d'attendre un messie. On se soumet au leader pour soi et on agit en tant que dirigeant pour les autres. Cela laisse dans une certaine passivité. C'est une colle que vous me posez là, me répond un monsieur lors d'un premier entretien, quand je lui demandais quand il souhaitait revenir. Quand une de ces trois polarisations est active, les autres restent confinés au niveau de ce qu'il appelle proto-mental, puis somatopsychotique, où corps et psychisme ne sont pas différenciés. L'excitation ira dans le corps ou le psychisme indifféremment. C'est un lieu de stockage du sensori-perceptif où peuvent résider des noyaux non symbolisés, des débris d'expériences naissantes, des survivances d'autres règnes, minérales, végétales, animales, aquatiques. C'est un avant et un en dehors de la psyché. Citation à nouveau. Je vois donc le système proto-mental comme un tout dans lequel le physique, le psychologique, le mental demeurent indifférenciés. C'est une matrice d'où naissent des phénomènes qui apparaissent d'abord comme des sentiments discrets et à peine reliés les uns aux autres. Lorsqu'apparaît un sentiment d'angoisse, qui a là sa source, il peut prendre soit une forme physique, soit une forme psychologique. Freud, avec le transfert, c'est-à-dire une relation entre deux personnes, trouva un sens à des problèmes chez l'individu. Bion, avec le proto-mental, ouvre un champ plus vaste concernant la groupalité de l'individu. L'idée d'une contrepartie du physique et du mental qui n'est ni cause ni effet, mais une maladie de groupe
en ce que l'individuation n'a pas encore été réalisée. Cette organisation protomentale de la personnalité est toujours agissante, nécessairement agissante car elle participe du flux de l'existence dont l'aventure humaine est une forme qui se détache. Elle concerne la partie de notre personnalité qui est plus encline à adhérer à la croyance qu'à développer la connaissance. Pour Bion, cet état protomental commence dès la vie intra-utérine. Les premières mailles se tricotent dans l'utérus. Comment est ressentie la pression du fluide amniotique sur les cavités sensorielles, un environnement catastrophique ou non? C'est ce qu'un jour nous appellerons des sensations, des émotions. Dès la vie fétale, il y a des ressentis. L'isolement n'est pas total. Ces ressentis laissent des traces, des survivances archaïques qui prolifèrent jusqu'à devenir dangereuses. On détecte bien, dit-il, des tumeurs des fentes branchiales, mais l'esprit, dans ces survivances archaïques, n'est pas si facilement détecté. Ce sont ces vestiges que nous devons capter comme des traces pas modifiées pour devenir des souvenirs inconscients. Ils s'assembleront dans l'esprit de l'analyste pour créer une forme qui elle-même s'organisera pour lui permettre de traduire en paroles l'impression. Quand êtes-vous né? Où étiez-vous? Quand sont nés votre caractère et votre personnalité? À ces questions, il n'attendait pas de réponse. La réponse est le malheur de la question, disait Blanchot, que Bion aimait à citer. Il cherchait à sensibiliser à ce temps des débuts et aux différents niveaux de conscience. Nous ne sommes pas faits d'un seul bloc. Pour rapprocher ce à quoi il cherche à nous rendre attentifs, il développe des fictions scientifiques qu'il appelle des science-fictions. L'imagination, la fantaisie et l'enfance de notre propre pensée, en ce qu'elle développe la curiosité. Ces imaginations spéculatives concernent le moment où la relation entre le plasma germinal et l'environnement se met à fonctionner. Ce moment peut laisser une trace, même après l'impressionnante césure de la naissance. Il évoque les pleurs du bébé inconsolable comme un événement qui arrive en retard. Nous n'avons aucune raison de penser que le fœtus n'éprouve rien. Le fœtus a une existence prénatale. Il évoque un patient qui a porté son revolver en séance, de sorte d'avoir sous la main un moyen de mettre un point final aux interprétations. Un patient qui était intolérant aux couleurs au point de ne pouvoir mettre des habits ordinaires. Il existe des développements qui sont trop prématurés et trop précoces pour qu'on les tolère. Il fait l'hypothèse que le système nerveux central ne s'est pas développé au-delà du thalamus, ce qui équivaut à une religion personnelle qui n'a pas pu progresser, ou dans le domaine médical à un vestige de queue hypertrophiée. Ce qui vaut pour l'anatomie, nous dit-il, vaut pour le monde des idées. Certains épisodes de peur se laissent plus facilement imaginer si nous y pensons en termes de peur thalamique ou de manifestations glandulaires. On peut avoir l'impression, dit-il, que chez certains patients, les idées, les pensées et les sentiments sont induits par un niveau physique fondamental, par exemple par les glandes surrénales ou les gonades. Les impulsions, les pensées, les sentiments qui proviennent d'une source peuvent-ils marquer le psychisme, les pensées du patient? Et peut-on s'adresser à ce psychisme dans un langage qui puisse ouvrir une voie à rebours jusqu'aux niveaux primitifs, fondamentaux? Il ne s'agit pas d'interprétation secondaire comme une pensée linéaire, mais de capter ce qui permettra, d'abord dans l'esprit de l'analyste, des images, des représentations, aussi étranges lui apparaissent-elles, qui permettront cette alphabétisation que Bion nomme à la suite de Freud barrière de contact nécessaire à la structuration psychique. Pour Bion, toutes les théories, et pas seulement psychanalytiques, sont abstraites d'expériences émotionnelles. Plutôt qu'une théorie de plus, l'ennui, dit-il, des théories, c'est qu'elles se périment très vite. Il a cherché à donner forme à une perspective nouvelle de l'observation analytique. Partant de l'idée kantienne d'une noumène, la chose dont personne ne peut rien savoir, dont on ne connaît que les phénomènes qui en sont des transformations, il en décrit différentes formes.
Transformation en peinture, en musique, en mathématiques, en hallucinose, en langage. Toutes les transformations artistiques ou scientifiques le sont à partir de l'intuition humaine et des impressions sensibles qui en sont l'arrière-plan. Il dit ainsi introduire une distinction neuve entre psychose et névrose. Le cœur de cette distinction neuve se situe dans la façon dont la personnalité recevant les impressions sensorielles traite celles-ci. La monnaie qui y accourt, les règles d'échange n'y sont pas les mêmes. C'est là qu'il nous faut parler du concept et du mécanisme majeur de l'identification projective, théorie qu'il trouve révolutionnaire et troublante. Alors, citation encore, c'est l'identification projective, c'est un fantasme tout-puissant de pouvoir cliver des affects, des pensées, des représentations indésirables, puis de les évacuer dans l'autre. Bien sûr, le nourrisson ne fait rien du tout, il ne se passe rien. Mais pour lui, c'est comme s'il pouvait le faire. Il a l'impression, c'est une impression, il a l'impression de se débarrasser de certaines caractéristiques déplaisantes et craint que ces caractéristiques ne lui soient renvoyées par l'autre, au départ par la mère ou par le sein dans lequel il a projeté. Cette théorie n'était pas censée remplacer les théories existantes, mais s'ajouter à elles. La part exclue joue un grand rôle. Elle contient des éléments de la personnalité qui étaient en train de prendre conscience, des parties non nées de la personnalité qu'il est nécessaire de réintroduire dans la psyché sous une forme supportable. L'identification projective prend la place du refoulement chez le psychotique, mais elle est inconsciente. C'est pourquoi le matériel demeure conscient et c'est la projection qui est inconsciente. Alors, pour revenir à la question de la forclusion chez Lacan, il y a une notion qui me semble aller de pair, c'est l'opacité. Il y a un livre tout à fait étonnant que Bion a écrit à la fin de sa vie, en même temps que toutes ces discussions qu'il avait un peu partout dans le monde, qui s'appelle « La mémoire du futur ». Et il y a une entrée dans ce livre qu'il appelle « Analérotisme ». Et voilà la citation. « Analérotisme me semble couvrir une activité préverbale. Il y a une preuve gynécologique de l'évacuation par le fœtus du méconium. Cela suscite dans mon esprit la possibilité que l'évacuation pourrait être une des fonctions actives les plus précoces du corps physique. Ceci étant, cela peut être la contrepartie d'une pensée primordiale. Cette activité primitive, à laquelle Mélanie Klein paraît relier ce dont elle était consciente, correspond à ma propre expérience. L'évacuation pourrait ainsi être indiscernable d'effacer, c'est-à-dire de rendre opaque un secteur de l'esprit. Partie, contrepartie, identification projective comme premier mode de communication, quelque chose a été effacé et se manifeste sous la forme d'une opacité, si cette chose n'a pu être transformée, détoxiquée par la rêverie maternelle. Ces opacités sont la conséquence de l'hypertrophie de l'identification projective. Les organes des sens ne se soumettent pas à la réception d'un objet extérieur. La destructivité primitive clive et évacue la partie de la personnalité qui était en train d'en prendre conscience. Cette chose effacée, parce que l'esprit dont nous nous occupons ici, dans ce cas particulier, n'est pas capable de dépasser le stade des émotions thalamiques, a peut-être à voir avec la forclusion, mais pas comme quelque chose de figé, mais comme quelque chose qui n'a pas pu évoluer, des questions qui ne peuvent encore se poser, faute du développement de l'appareil pour les pensées. Il ne s'agit pas de forclusion, comme toujours selon le dictionnaire, la déchéance d'un droit non exercé dans les délais prescrits, mais de développer le lieu d'exercice de ce droit.
c'est-à-dire l'espace psychique. Ce mécanisme a à voir avec le déni. Il y a forclusion quand le contenant n'a pas pu recevoir le contenu. Il correspond dans le fonctionnement primaire au refoulement dans le fonctionnement secondaire. Ménalik Klein décrivait l'identification projective comme pathologique. Mais pour Bion, c'est le premier mode de communication et de pensée. Il ne devient pathologique que dans son excès et l'excès de la croyance en l'omnipotence qui en découle, ce qui n'est pas la vérité. Le nourrisson cherche à évacuer cet intolérable dans la mère pour qu'il lui soit rendu supportable, pour qu'il puisse réintrojecter quelque chose de supportable. Pour Bion, il ne s'agit pas de supporter la réalité, mais de la rendre supportable. La psychanalyse avec Bion a plus à voir avec la douleur, la capacité de supporter la souffrance psychique. Les patients ressentent du déplaisir, mais pas de la souffrance, qui est une émotion. Ils prennent à tort des sentiments de déplaisir pour de la souffrance. Ils confondent sensation et émotion. Ils ressentent une non-chose, mais pas l'émotion. Ils réalisent un déplaisir, mais ne se le représentent pas. Un patient à qui je demandais ce qu'il ressentait après la rupture avec son ami me répondit juste qu'elle soit là. Avoir à grandir suscite une force opposée tant que la douleur de la séparation n'aura pas été rendue supportable. La destructivité est ravivée par la présence de quelque chose de bon dont on dépend, qui stimule la croissance et qui peut être détruit. Alors revenons sur cette distinction neuve entre névrose et psychose que permet sa théorie des transformations. Il les appelle en psychanalyse transformation rigide et transformation projective. Ce qu'il nous montre, c'est que le champ dans lequel ces transformations s'effectuent n'est pas le même, que le médium n'est pas le même et que ces deux médiums existent simultanément. Dans la transformation rigide, l'analyste est un écran sur lequel le patient projette ses propres images, le médium est la parole, la restriction est intégrée. Dans les transformations projectives, le médium n'est pas le même. La situation du psychanalyste qui a affaire à des transformations psychotiques est semblable à celle du physicien nucléaire. Les relations auxquelles il a affaire appartiennent à un domaine non limité et non fini. Alors j'ai trouvé dans les... Étienne Klein, vous connaissez, un astrophysicien, j'ai trouvé dans un de ses petits livres qui s'appelle « Anagramme renversante », un tout petit texte sur les trous noirs que je vais vous lire. Les trous noirs sont des objets si denses que le champ de gravitation qu'ils engendrent empêche la lumière de s'en échapper. Tout ce qui passe à leur portée semble disparaître comme dans un trou sans fond. La théorie de la relativité générale d'Einstein parvient à interpréter en termes de courbure de l'espace-temps certaines propriétés de ces êtres infatigablement voraces. Mais la messe n'est pas dite pour autant. On ne connaît pas leur structure intime, ni la loi qui conduit leur évolution, ni leur destin ultime. Une fois repus de matière, que deviennent-ils? Au fond, les trous noirs sont irrésolus. Bon. Donc, il nous parle du trou noir mental qui contient la confusion et le chaos, et qu'il faut regarder avant de s'en débarrasser. Il ne suffit pas de dire que le patient nie la réalité, il faut savoir ce qu'il affirme. Il faut écouter les interférences, les parasites, les déchets. La part inobservable, indicible, incompréhensible constitue le matériau d'où naîtra l'interprétation. Que la matière première soit incompréhensible, nous dit-il, parce que nos esprits sont impropres à la saisir, n'est pas une raison pour limiter les faits dont nous disposons. Bion nous parle par exemple d'un moment d'une analyse où il se sentait traité par le patient comme une hallucination. Celui-ci restait fasciné en regardant les paroles de Bion le traverser et être attrapé par les motifs du rideau. Les mots de l'analyste étaient perçus par le patient comme des objets évacués, ses organes des sens expulsés autant qu'il recevait.
Les mécanismes violents qui se déploient dans cette zone ne sont pas sans effet sur le clinicien. Il peut se sentir bombardé, désorganisé, confus. Pour Bion, il ne s'agit pas de contre-transfert. Le contre-transfert est inconscient. On ne peut pas l'utiliser. Il nous utilise d'une certaine façon. Mais de sentiments que nous fait vivre le patient et qu'il ne peut pas vivre faute d'avoir pu développer l'espace qui le lui permettrait. Bion insiste alors sur l'importance de pouvoir rêver ce que la personne ne peut pas rêver. Il dit par exemple que si l'analyste est trop angoissé, il ne fait plus son boulot, parce que son boulot, c'est quand on est trop angoissé, on n'arrive plus à rêver, et que son boulot, c'est de rêver, pour permettre dans un second temps que se transforment tous ces matériaux pour en faire quelque chose de communicable. Alors, pour faire ce travail, il inventa un outil technique, la notion de pensée sans penseur, qui ont besoin d'être attrapés dans le psychisme d'un autre. Il nous dit aussi que ce qu'il considère être des pensées, d'autres pourraient les considérer comme des non-sens, ce qui est une solution simple au problème. Ces pensées sauvages, qui portent une part de sauvagerie dont le patient craint l'accueil qui lui sera fait, n'ont pas encore trouvé une forme communicable. C'est au clinicien de pouvoir les accueillir en prêtant attention à des éléments auxquels on n'a pas l'habitude de faire attention, à des ressentis violents, à des pensées qui nous viennent, à des formes à partir de ce qu'on voit ou ressent dans la communication non verbale, à un soupçon au travail, et pouvoir donner abri dans notre espace mental à ces formes rudimentaires le temps nécessaire, ce temps qu'on n'a pas pu rencontrer celui d'où elles émanent, pour qu'elles prennent une forme communicable, présentable au patient, pour qu'il soit moins effrayé par son horrible self. J'ai l'impression, dit-il, d'avoir été écouté par le patient, mais j'ignore ce qui arrivera sur le trajet qui sépare ses oreilles de son psychisme. Le patient se débarrasse de toutes ces pensées que par mon imagination visuelle, je me représente comme virevoltantes. Si vous parvenez à être entièrement ouvert, je pense que vous aurez une chance de saisir quelques-unes de ces pensées sauvages. Si vous leur permettez de loger dans votre esprit, même si elles sont ridicules, stupides ou fantasques, vous pourrez alors les prendre en considération. Le tout est d'avoir le courage de penser de telles pensées et de les garder un temps suffisamment long pour être en mesure d'énoncer ce qu'elles sont. Les concepts de changement catastrophique et de césure synthétisent sa pensée face à l'irruption d'une idée nouvelle, du nouveau, d'un changement de perspective, au fond. Ce changement s'accompagne d'un sentiment de désastre chez les deux partenaires. Il est soudain et violent de manière quasiment physique. Bion conseille à l'analyste d'abord de se rappeler ses propres turbulences. Quelque chose conduit à la turbulence et quelque chose d'autre vient après. La turbulence liée aux émotions du lien dont la force peut faire si peur. Envie, destructivité, sadisme, colère, jalousie, possessivité, peur d'être déraciné par les tempêtes émotionnelles. Il compare l'analyse à un radeau sur une mer déchaînée, le patient étant dans la crainte de ne trouver à nouveau personne pour accueillir ses terreurs perdues dans la dépression et le désespoir. Sous la forme latente, comme la surface placide et belle de la mer, ou celle du calme superficiel et beau de nos cabinets, il y a un remous à traverser. Psychosomatique ou somatopsychotique sont des façons différentes de l'appréhender. Pour lui, psychosomatique et somatopsychotique sont des partenaires dans le même soma physique. Une césure, l'impressionnante césure de la naissance dont parle Freud dans Inhibition, symptômes, angoisse, et la continuité qui peut se maintenir. La vie intra-utérine et la première enfance, nous dit Freud, sont bien plus en continuité que ne nous le laisse croire l'impressionnante césure de l'acte de naissance. Césure, cassure, break-up,
breakdown, breakthrough, breakout, exploser, s'effondrer, percer, s'enfuir. En tant qu'analystes, nous devrions utiliser ces termes avec soin. Il faut au moins que le système de coordonnées qui nous sert à mesurer la direction de la cassure soit clair dans notre esprit. Des périodes, des événements semblent dégager des turbulences. Et à ces césures, nous accordons une très grande importance à chaque fois qu'elles s'imposent à notre attention. C'est la source du pensée. Ces turbulences émotionnelles ont des conséquences, car toutes sortes d'éléments auxquels nous ne prêtons habituellement pas une grande attention et dont nous ne sommes pas conscients sont remués et ramenés à la surface. Et aussi, en même temps que nous tentons d'exprimer ou de formuler nos découvertes, nous excrétons aussi un genre de gangue qui les enveloppe, un enduit imperméable de connaissances dont nous ne pouvons nous dégager, qui instaure une sorte d'autorité qui ne souffre pas les questions et qui, par conséquent, est une coquille impénétrable à l'intérieur de laquelle nous sommes au chaud et tout simplement nous pourrissons. Bion nous parle là de notre dimension protomentale. Pas plus que le soleil d'où nous vient la lumière, la mort d'où nous vient la conscience, il y a un élément important dans la peur de mourir, ne peut se regarder en face, et pour Bion, tout refoulement est une sorte de mort. Il parle de la crainte névrotique de devenir fou en rendant conscient quelque chose et que ça ne puisse plus redevenir inconscient, et de la crainte psychotique de perdre quelque chose en le rendant inconscient comme une mort. Ces perceptions doivent être tamisées par ces bonnes barrières d'éléments alpha par excitation. Quand le lien n'a pas pu être vécu comme libérateur, il peut devenir une prison, la barrière devenir écran d'éléments bêta, l'attente a été surexcitée. L'effondrement, nous dit-il, la névrose, la psychose, peuvent dans leur turbulence être compliqués à discerner, mais il se peut qu'ils soient une naissance inséparable du refoulement et de la mort. Ce qui n'a pu se symboliser est en attente de l'être en étant réalisé. Il se manifeste dans l'infraverbal auquel l'analyste porte attention. La lecture de Bion est extrêmement stimulante pour développer nos propres réflexions sur l'humain. On le dit souvent rébarbatif, tant la théorisation de sa pensée s'appuie sur une très grande érudition à laquelle nous n'avons pas toujours accès. Ce n'est pas le cas de toutes les conversations qu'il a eues un peu partout dans le monde et qui nous sont maintenant accessibles en français. Il va sans cesse du plus abstrait au plus évident quand on y pense, mais nous n'y avons pas pensé. Et d'y penser, de faire nous aussi un lien nouveau, développe notre capacité d'accueillir une connaissance nouvelle. Le lien K, qu'il a génialement couplé au lien d'amour et de haine comme émotion fondamentale. À l'aube du XXe siècle, Freud a organisé dans sa tête et inventé un dispositif permettant l'exploration de ce qui est inconscient. Bion, en s'appuyant sur son expérience des conflits majeurs du XXe siècle, a continué cette exploration du côté de ce qui n'a pas pu devenir inconscient et concerne la violence primitive. Il a mis en évidence l'organisation primitive de la personnalité qu'il a nommée protomentale ou somatopsychotique, où tout reste indifférencié. Il a mis en évidence la construction et la destruction toujours possible de la barrière de contact nécessaire pour l'instauration de l'espace psychique et nous conseille, à la suite de Freud, parlant de la continuité et de l'impressionnante césure, d'étudier la césure qui est la source du pensée. Non pas l'analyste, l'analysant, l'inconscient, le conscient, la santé mentale, la folie, etc., mais la césure, le lien, la synapse, l'humeur transitive, intransitive. Voilà. La césure. Bon, d'abord, merci à Caroline Gillier de nous parler de Bion, dont on ne parle pas beaucoup,
on n'évoque pas souvent. C'est en effet assez difficile. L'approche est très complexe. Je ne sais pas si tout a été traduit. Je sais pas. Tout est traduit maintenant. Tout est traduit. Alors, c'est quand même une histoire très particulière, c'est-à-dire que Bion, lui, a voulu être scientifique en même temps. Ah oui, oui, absolument. L'attention et l'interprétation, le sous-titre, c'est une approche scientifique. En même temps, il essaie de sortir, je dirais dans un terme lacanien, des mathèmes. Il essaie parce que quand il dit les théories se périment vite, il essaie de prendre des invariants comme les alpha, bêta, le noumène, oui, des concepts. Hein. Voilà. Bon, la césure, mais bon, malheureusement, les théories, quoi qu'on en fasse, malgré tout, se périment et Ils sont nécessaires. Hein? sont nécessaires, et puis il y a peu de choses qui se transmettent vraiment. Effectivement, c'est un chemin pour lui, comme pour Freud, avec un certain nombre de points métapsychologiques. Lacan et celui également. Bon, c'est toujours extrêmement difficile. Chacun avance, se fourvoie. Enfin, bon, Bion, c'est quand même un chemin très personnel. Apparemment, bon, il y a beaucoup d'accents cléniens. C'est un peu aussi très particulier. Il est parti en 79 aux États-Unis. Oui. Alors, il avait quel âge? En 69. Il est mort en 79. Alors, il est quand même parti. Il est né en 87, il avait 70 ans. Il avait 70 ans. Il a commencé aux États-Unis. C'est aussi un peu particulier. Bon. Alors, Ça donne de l'espoir pour nos 70 ans, non? De pouvoir faire comme ça encore des transformations, Non? Ça vous semble très particulier de pouvoir faire ça à 70 ans? Non, mais je veux dire, ça fait partie de son chemin très personnel. Oui, oui, ça il a quand même navigué dans des endroits, il n'a pas hésité à prendre des positions, à en changer, à aller ailleurs. C'est sur ce point-là. Bon, ça ne choque pas. Effectivement, il faut pouvoir le faire. Hein. C'est pas évident. Commencer tôt, d'accord. C'est la méthode anglaise à 8 ans, hop, dans une école, dans un internat. Alors, aussi, ce qui va à l'encontre peut-être de son souhait, je trouve que beaucoup de choses sont assez phénoménologiques et descriptives. Fluide amniotique, tas de fuite. Bon. Donc tout ça est un peu difficile. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il sépare. Il n'hésite pas à séparer. Séparer. Son chemin, il essaye de séparer, je n'ai pas bien saisi, mais enfin séparer la partie psychotique et la partie névrotique. De poser ça en tout cas, de poser cette... pour tout le monde. Pour tout le monde, et ça, je trouve que ça c'est très important, et c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à passer, qui ne passe pas. Qui ne passe pas du tout. Alors, l'effacement et l'opacité, ce qui n'est pas... l'opacité, quelque chose, j'avais dit qu'il n'est pas figé par rapport à la question de la psychose. Alors, ça, c'est une question délicate qui est peu abordée, mais enfin, on semble dire que la forclusion, en général, on semble dire que c'est une lésion. À un moment, c'est trop tard, on n'y revient pas. On ne peut pas y revenir, on peut étayer. On peut faire des choses. Là, développer le lieu d'exercice, alors là, ça serait tout à fait un peu une possibilité de développer, ça me paraît. Bien sûr qu'il peut peut-être développer pour tout psychotique, mais de la forclusion, à un moment, c'est
apparemment c'est terminé. C'est une lésion qui est... Alors l'opacité comme ça, je vois aussi le mot holophrase m'est revenu sans arrêt. Dans cette compacité de ces blocs qui sont un petit peu difficiles à dénouer. Et bon, alors également les particules élémentaires. Alors les particules élémentaires, ça m'évoque ce dont on ne parle plus tellement qu'en psychiatrie quand même, les phénomènes élémentaires. Les phénomènes justement tout à fait évoquant des points de psychose. Au moins des points. Alors, je n'ai pas très bien compris le proto-mental et le somatopsychotique. C'est... alors, les trous noirs, on dit que... À la fin, mais maintenant, on dit que les trous noirs, dans ces concentrations inimaginables d'énergie, en fait, il y a des fulgurances qui en sortent, des jets invraisemblables qui donnent naissance jusqu'à des galaxies. Comme quoi, tout l'espoir est permis. Alors bon, la césure, bon, j'ai l'impression que sans arrêt revient aussi la question du trauma. Avec la césure. Et bon, moi ce qui me fait un peu manque, c'est, j'ai l'impression de... Ce qui me fait manque, j'ai l'impression d'une insuffisance de positionnement métapsychologique. Parce que pour que ça puisse se transmettre justement par des points utilisables dans l'avenir, dans le passé, l'avenir, le futur, c'est des points métapsychologiques. Et là, ça me manque un peu des références, ne serait-ce que suffisamment freudiennes. Alors, est-ce que ça, c'est les dérives anglo-saxonnes, puis américaines? Je ne sais pas. Mais les références métapsychologiques, vous voulez dire du côté de la structure? Oui, du côté des instances, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est des questions. Oui, ben c'est une façon de penser auquel on n'est pas du tout familiarisé. Hein. Alors, oui. Quand vous parliez de l'accent clénien, c'est vrai que j'ai essayé de vous montrer comment... oui, il y a des accents. Enfin, l'identification projective est qui est ce mécanisme qui, pour lui, est fondamental dans la... ça permet de comprendre des tas de choses, de la même façon que dans le processus secondaire, si on interfère le refoulement entre des événements, ça nous permet de piger un peu des choses. L'identification projective, c'est le mécanisme de défense, on pourrait dire au niveau du primaire, qui permet aussi, si on interfère dans un certain nombre de phénomènes qu'on peut constater, on peut comprendre que ça amène des confusions entre soi et l'objet, des confusions qui ne permettent pas de développer l'espace psychique et l'espace personnel. Donc, il est fondamentalement clénien au niveau de l'identification projective et de ce que Mélanie Klein peut dire de la violence, hein, des premiers temps de la vie. Il n'est pas aussi clénien que ça, hein, pour des tas d'autres choses. Mais de la même façon qu'il s'appuie sur Freud et sur la pensée de Freud pour développer la sienne, il s'appuie aussi sur ce concept-là de Mélanie Klein. C'est les deux références auxquelles il fait référence tout le temps. Je ne dis pas ça de manière péjorative, je pense que c'est des choses c'est des concepts qu'on n'utilise même pas assez, comme schizoparanoïde, je crois que c'est plein de richesses. Ouais. Transformer comme on veut, mais... C'est pour ça que j'ai essayé de vous dire le plus clairement possible de quoi on parlait quand on parle de ça, même si c'est
qu'on parle souvent, on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de schizoparanoïe, d'identification projective. C'est la question, c'est ce mécanisme par lequel il y a une expulsion de ce qui était de tout ce qui était en train de vivre, de percevoir, de vivre, de commencer à intégrer le petit enfant dans le modèle, mais ça continue toute la vie, et qui est éclaté, explosé et projeté dans une autre personnalité, ce qui fait que ce qui aurait pu devenir l'espace interne ne peut plus le devenir puisqu'il a été projeté dans un autre. C'est ça la confusion que ça amène, l'identification projective. Ce qu'il dit, c'est que ce mécanisme est le début de la relation entre la mère et l'enfant. Que quand ça marche bien, l'enfant va projeter tout ce qui est insupportable, désagréable, toutes les sensations intérieures, les malaises, etc. Il va le projeter dans la mère, et que dans le meilleur des cas, ça va lui être renvoyé d'une façon supportable. C'est ça qui est détoxiqué, c'est la détoxication, c'est rendu supportable. Mais que c'est pas toujours le cas. Et quand c'est pas le cas, c'est là où il y a ce qu'il appelle l'hypertrophie de l'identification projective, qui va être de plus en plus violente, parce que il n'y a jamais le retour qui permet un peu de sensations bonnes à l'intérieur. Tout reste mauvais, et il y a très clairement des objets persécuteurs qui se développent à ce moment-là dans le monde interne. Je n'ai pas parlé du monde interne parce que ça aurait fait trop vrai qu'il y a cette conception du monde interne et des habitants du monde interne, et en particulier des objets persécuteurs. Ils peuvent à ce moment-là se créer. Pour que puisse se constituer l'inconscient, il y a la nécessité de cette transformation de toutes les excitations en ce qu'il appelle les éléments alpha, mais il dit que, et toujours avec son passage du concret à l'abstrait, il dit que s'il veut être concret, il va parler de bon sein, mais qu'en fait le bon sein c'est aussi un concept qu'il appelle élément alpha. C'est-à-dire que c'est toutes ces excitations, ces décharges, ces excitations, s'il n'y a pas une première transformation en image visuelle, en image sensorielle, ça va rester de la matière qui va pas constituer de l'inconscient, qui va être sans cesse évacuée, et que dans les choses évacuées, il y a des tas de très bonnes choses. C'est ça aussi, c'est que il faut faire le tri. C'est sûr que on parle pas jamais de la naissance de l'inconscient, des éléments inconscients, parce que comme si c'était là depuis toujours, mais non, il y a quand même par quel processus, par quel procédé ça devient. Oui. La prise de conscience. Qui est là. C'est une histoire un peu complexe. Comment elles peuvent se transformer en images sensorielles qui vont créer la barrière de contact, qui va créer l'espace pour rêver, et la différenciation entre le conscient et l'inconscient. C'est des représentations de mots, non, c'est après. C'est après. Après, il y a les éléments qui peuvent se lier pour devenir des rêves. Il y a deux niveaux. Il y a ce premier niveau de constitution, de transformation de toutes ces décharges, ces choses concrètes en images sensorielles. Et le deuxième niveau, ces images sensorielles qui vont constituer la barrière de contact ou la fonction de rêverie. Et c'est à partir de cette fonction de rêverie que les rêves vont pouvoir se constituer. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que le rêve en tant que respiration donne aussi une respiration au psychanalyste, c'est-à-dire dans la rêverie du psychanalyste. Et je trouve que ce qui est très nouveau chez Bion par rapport à Mélanie Klein, c'est que Mélanie Klein parle essentiellement de la métapsychologie, du développement de l'enfant, mais là, on est toujours dans cet aller-retour entre
la mère et l'enfant, dans la rêverie de la mère qui fait contenant, et dans la rêverie de l'analyste par rapport au patient. Et ça, je trouve que ça donne une liberté de penser à l'analyste. Et oui, parce que si cet amas de choses qu'on peut constater, qu'on peut ressentir, si ça reste en l'état, rien ne va se passer. Et pour que ça ne reste pas en l'état, il faut que quelqu'un le rêve, l'attrape dans son appareil à penser. Et ça prend des tas de formes, mais qu'on se permet. Non pas en se disant, comme moi je me suis dit pendant longtemps, je sais pas quoi, que j'étais trop angoissée, que franchement il n'y avait pas de chance, ce pauvre patient, d'être tombé sur moi. Enfin, toutes ces choses qu'on prend pour soi. Et à partir du moment où on règle ce qu'on prend pour soi d'un côté et qu'on pense ce qu'il nous est transmis pour qu'on l'élabore, ça donne une liberté absolument extraordinaire. De rêver, de penser, de parler avec des collègues. Enfin, les groupes, que ce soit des groupes cliniques ou de lecture de textes de Bion, c'est assez extraordinaire de voir la créativité et l'intérêt que ça peut susciter et une facilité à oser sa clinique. Enfin, Je dirais qu'il donne presque corps à Lacan quand il dit le psychanalyste s'autorise de lui-même. C'est-à-dire que là, il va au bout de quelque chose. Le psychanalyste s'autorise de son propre inconscient pour penser l'inconscient de l'autre. De son propre inconscient, vécu comme de sa propre... c'est l'intégration psyché-soma. Alors là, il y a une chose qui m'a intéressé, parce que je n'ai pas très bien compris, mais je crois comprendre quelque chose, qui est quelque chose de, et peut-être pas indépendant de son analysant Tostin, aussi a beaucoup élaboré ça, comme si, est-ce qu'il faut un passage obligatoire pour tout être humain par la psychose ou pas, ça a été un peu la discussion à ce moment-là, mais là j'ai l'impression que là, c'est pas net psychose ou névrose, mais c'est des brindilles, des éléments, c'est moins un bloc peut-être, je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui. Mais ça c'est un point qui... Mais ce que sa façon de penser, d'abord déjà de penser la personnalité et pas culture psychiatrique et reprise par la psychanalyse, c'est de penser une personnalité qui a un être, une personnalité et un esprit, et non pas un machin, truc. Donc déjà, il y a une première ouverture, respiration par rapport aux structures esquilées, psychotiques, machin, truc, et avec tous les empêchements de pensée dans lesquels ça nous met, puisque c'est déjà ce qu'il est, on a déjà trouvé. Donc il n'y a plus. Bion dit tout le temps que le travail de l'analyste, notre travail analytique, c'est d'étudier l'inconnu. Alors si on sait déjà qu'il est psychotique ou qu'il est je sais pas quoi, ça ne veut pas dire qu'il dit que tout le monde, que la psychose, qu'il n'y a pas des degrés, non, il parle aussi de psychotique, il remet pas mal en cause, il dit oui, tous ces gens qu'on dit schizophrènes, je ne sais pas si je les ai, et Dieu sait qu'il en a reçu beaucoup, je ne sais pas si je les appellerai comme ça maintenant, mais bon, voilà, enfin, il s'en fout à la fin. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas ça qui lui permet d'avancer dans sa recherche. Alors, par rapport à est-ce qu'il faut, d'abord, il faut déjà quand on dit est-ce qu'il faut, il y aurait comme ça quelque chose d'une norme, mais ce que lui dit, c'est que les débuts de la vie, enfin, c'est un mode de fonctionnement, il ne dira pas psychotique, mais c'est le schizoparanoïde, donc on est quand même dans les mécanismes qu'on constate terriblement dans la psychose. Mais la chose nouvelle,
c'est qu'il dit que cette organisation n'est pas psychotique, c'est l'organisation du vivant. Hein, l'organisation du vivant, pas spécifiquement humain, du vivant. Hein, du vivant. Après ça, il y a comment la conscience, mais la conscience entendue comme la façon dont Freud en parle dans La science des rêves, je crois, l'organe des sens pour la qualité psychique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va venir l'espace psychique dont on peut, qui se construit grâce à la rêverie d'un autre, et où la qualité psychique va pouvoir être vécue. Et cette qualité psychique n'est pas une qualité sensorielle. Hein, le psychisme, il s'intuitionne, il se pense, c'est pas la même chose que le physique. Hein, c'est sous une autre forme. La pensée émotionnelle, c'est pas la même chose. Quand je te dis, hein, c'est de penser à toi ou de te toucher, c'est pas la même chose. Donc c'est pas la question de est-ce qu'il faut. Hein, non, je dis il faut, mais c'est que je veux dire que chacun passe par là ou pas. C'est pas pareil. Chacun passe par là et reste là. Non seulement chacun passe par là, mais reste pour une partie de sa personnalité. Ça ne veut pas dire que ça va être dominant dans sa personnalité. Plus l'espace psychique a pu se développer, on peut penser que ça protège de pas mal de choses. Et c'est pas les traumatisés de la guerre de 14-18, c'est ses traumatismes à la guerre de 14-18, puisqu'il avait 18 ans et qu'il s'est retrouvé commandant des chars dans les Flandres. Hein. Donc ça a été son propre vécu de terreur pendant cette grande guerre dont on nous a beaucoup rappelé beaucoup de choses ces derniers temps. Et puis, à la Seconde Guerre mondiale, il était effectivement psychiatre militaire, et c'est là où il a organisé ces groupes de thérapie pour des soldats traumatisés. Comment ça l'a aidé à développer sa théorie? C'est-à-dire qu'il n'a pas développé de théorie du trauma, mais il a développé cette question de comment se construit et peut être détruit cette bonne barrière de protection, hein, le par excitation, mais entendu comme ce qui fait notre protection psychique et qui peut voler en éclats par tous les traumatismes qui peuvent être rencontrés. D'où sa question de la construction de l'appareil psychique et de sa possible destruction. C'est toute pensée qui est exclue tant que c'est pas rendu supportable par la bonne contenance qui détoxique l'excès de douleur, de terreur, de mauvaises choses. C'est-à-dire que si... Alors, plaisir des plaisirs, c'est un des deux principes du fonctionnement psychique de Freud, mais que ce n'est pas des émotions, le plaisir et le déplaisir. La souffrance psychique, c'est de pouvoir penser quelque chose. Ce patient qui me dit qu'elle soit là, par exemple, quand je lui demande ce qu'il ressent au moment où son ami l'a quitté, qu'elle soit là. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas d'espace pour penser la peine, le chagrin, la fureur même, enfin la colère. Il était dans le déplaisir qu'il aurait voulu immédiatement pouvoir transformer en plaisir. Mais quand la frustration est insupportable, elle ne rencontre pas la bonne nouvelle, hein, qui serait qu'il y a des frustrations, mais il y a l'espace psychique qui se développe et la capacité de penser, hein, comme bonne nouvelle, même si elle est un peu tragique, et que ça fait souffrir. L'espace transitionnel de Winnicott, sauf que ça c'est à l'extérieur, l'autre secourable de Freud,
je crois que la spécificité de la rêverie maternelle de Bion et de l'espace pour penser les pensées, c'est que c'est interne. Hein. Il a mis toute sa réflexion autour de cet espace interne et comment se développe cet espace interne. Mais évidemment que tout ça se recoupe. Hein. C'est tout de même... toutes ces... Enfin, ça a à voir avec la psychanalyse et ce qui permet dans la psychanalyse que des choses se transforment, enfin, changent en tout cas. Il y a aussi cette formulation qui est faite à un moment donné en disant que c'est le rêve qui produit l'inconscient et pas l'inconscient qui fait le rêve. Tout ça va ensemble et je trouve que c'est très important. Que le rêve devient presque une... La capacité de rêver en tant que ce qui permet que les choses ne soient plus en continuité, hein, mais qu'il y ait un début de différenciation qui va permettre l'activité de rêver à ce moment-là. J'aimerais bien que tu précises, en tout cas ce que ça m'évoque, c'est la capacité de rêverie de l'analyste avec le corps de l'analyste. Et je trouve ça très original du côté de Bion. Il faut qu'il y ait une analyste qui soit corps, qui est la rêverie aussi. Et voilà, je vais un peu du corps du patient. Voilà. Ah, oui. Justement, quand on l'éprouve en tant qu'analyste dans son corps, le corps de l'autre, et la parole. Il y a beaucoup de... D'abord, tous ces ressentis. D'abord, il y a cette observation de tas de choses qui sont préverbales, comment un patient entre, comment il va ou non, comment il va entendre le cadre, dans le sens de ce qu'on lui dit pour sonner, entrer, etc. Ceux qui sonnent pas, ceux qui serrent la main, ceux qui serrent pas la main, il y a plein de choses comme ça auxquelles on est très très attentif, particulièrement attentif quand on a un peu réfléchi à ça, accompagné par Bion. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir lu Bion pour être attentif à ça. Sauf que ça prend du sens, peut-être. Hein, là où ça aide, c'est qu'il y a une force, tout ça. Et puis, il y a tous ces rêves je ne sais pas si c'est le corps de l'analyste ou je ne sais pas quoi, mais tous les rêves qu'on peut faire, dont on se rend compte que c'est des rêves qui sont une élaboration des projections qu'on a pu recevoir des patients. Et donc, je ne sais pas si tu appelles ça le corps ou le psychisme. Hein, et puis, il y a tout ce qu'on ressent, les fatigues, les tensions, c'est très fatigant hein, quand on est réceptif à ça, quand on ne se défend pas trop de ça. C'est quand même assez... On parle de projectiles, Bion, que les choses sortent, hein, que la violence sort sous forme de projectiles, y compris avec les mots, que les mots servent comme étui pour l'évacuation. Et effectivement, on reçoit, enfin... Est-ce que l'analyste rêve ou est-ce que justement ce que dit l'analysant, ça permet à l'analyste de, pas tout à fait de rêver, mais de faire des sauts métaphoriques, avoir d'autres signifiants qui ressortent. Alors est-ce que c'est du rêve? Je ne sais pas. Pardon? C'est quand même se déplacer sur des lignes signifiantes. C'est plus au niveau de l'interprétation, ça peut-être. Ouais, mais il l'a fait ou pas après, mais ça lui vient. Oui. Si possible. C'est différent. Ce qu'on entend dans une cure, hein, mais c'est là où Bion, je crois, insiste beaucoup sur prendre tout ce qui arrive, hein, et puis le rêver, le délirer, en faire laisser venir tout ce que ça nous donne à rêver.
Hein, c'est pas le signifiant du patient là, hein, c'est comment nous on va accueillir ça. Ça nous amène à rêver en vrai quand même, hein, mais je pense que tout analyste rêve en vrai, de rêve où, en essayant un peu d'y réfléchir, il s'aperçoit que celui-là, ça vient d'une séance avec tel patient, où ça clarifie des choses. Lacan dit même que l'homme qui pense rêve. Tout simplement. Oui. La pensée entendue comme cette pensée émotionnelle dont parle Bion, oui, hein, puisqu'elle est issue du rêve. Et c'est le fait de rêver qui la permet. Oui, à la différence de l'accumulation de savoir, y compris analytique, qui est plutôt du côté du cognitif et pas de cette expérience-là, de l'expérience du rêve. Toute la question aussi, c'est de savoir ce que l'analyste qui rêve fait de ce rêve par rapport au patient. Qu'est-ce qui lui renvoie de ce rêve-là? Jusqu'où il peut lui renvoyer quelque chose? C'est pas renvoyer, parce que renvoyer, on est dans ce que Bion dit, le symétrique. Hein, je te renvoie, mais c'est qu'est-ce que l'analyste va élaborer? Qu'est-ce qui va, à partir de ce rêve, comment il va associer? Qu'est-ce qui petit à petit va prendre une forme qui deviendra un jour une interprétation? Non, mais je dis ça parce qu'il y a des analystes qui disent, quand je rêve d'un patient, il y a des analystes qui disent, quand je rêve d'un patient, ce rêve appartient au patient. Et donc, raconte le rêve du patient. Oui. Bon, mais ça, c'est une pratique. C'est une pratique, voilà. Oui, mais c'est ce dont Bion parle, l'humeur transitive, intransitive. C'est-à-dire que si on donne à l'autre sous sa forme, comme si l'analyste, à ce moment-là, n'ont pas été accueillir et contenir quelque chose du patient, mais le créer pour lui. Donc là, on est dans quelque chose de la symétrie. Oui. Hein? Oui. Le patient devient l'analyste de son l'analyste devient l'analysant. C'est là où, par rapport à la question de la symétrie et la relation transitive-intransitive et la question de l'inconscient et de la question à la fois de l'inconscient ne va pas de soi et de qu'est-ce qui est inconscient. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dont Bion parle parfois qui s'appelle Matteo Bianco et qui a parlé d'inconscient infini et d'inconscient refoulé. Et pour lui, l'inconscient infini, c'est un inconscient dans lequel justement la relation est symétrique. C'est-à-dire, relation symétrique, ça veut dire si Paul est le père de Pierre, Pierre est le père de Paul. Hein, ça veut dire que c'est ce que tu viens de dire là. Hein, c'est-à-dire, voilà, les choses passent de l'un à l'autre sans aucune transformation. Je ne sais pas si c'est grave, mais ça correspond justement à cet inconscient infini. Hein, que Bion explore. Mais ça ne fait pas contenant dans ce cas-là. Mais c'est pas contenant du tout. Non, c'est l'évacuation à ce moment-là, c'est l'identification. Ouais. Alors que l'inconscient, qu'il appelle refoulé, c'est une relation où s'instaure la symétrie. Bien sûr. Ce qui est son but, l'identification projective, son but au début de la vie, c'est de détoxiquer, c'est-à-dire de pouvoir que ça soit redevenu supportable. Et pour revenir au point de mélancolie, hein, il n'y a plus rien de supportable. Hein, rien. Voilà. Et ce que vous dites du travail commun, là, Dolto le poussait au bout en disant c'est l'analysant qui est l'analyste. C'est lui l'analyste.
Bion, lui, dit que c'est son meilleur collègue, l'Anne-Élisant. Personne ne sait mieux que lui ce que ça fait de vivre ce qu'il vit, et que c'est le meilleur collègue. Eh bien, chers collègues, nous allons remercier Caroline Gibier.